Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série de créer son jeu vidéo avec Scratch. Aujourd'hui, on va commencer une série pour faire ce qu'on appelle un Open World RPG. En fait, ce que j'appelle un Open World RPG, inspiré d'un classique comme Zelda. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser un projet qu'on a déjà fait dans un autre Code Club. Le lien va être dans la description du vidéo et puis la vidéo va être dans la playlist aussi. Donc, c'était un projet où on bougeait en diagonale comme ça, dans toutes les directions, en 8 directions, et on avait une petite animation et on avait la détection d'obstacles. Donc, l'idée, ça va être de prendre ce système de déplacement-là, et puis de bâtir un projet où notre joueur va pouvoir se promener d'un écran à l'autre, d'un monde à l'autre, et où on va pouvoir peupler le monde euh, d'objets. Donc, si on regarde un petit peu, qu'est-ce que je veux dire par RPG Open World? Donc, un monde ouvert, c'est un monde qui existe au-delà de ce que le joueur peut voir. Donc, même si on voit seulement, par exemple, cet écran-là, il y a d'autres choses qui existent à gauche, à droite, en haut, en bas, avec des objets, puis le joueur peut explorer. Quand je parle d'objets, je parle de choses. Ça peut être des ennemis, ça peut être des objets ramassés, ça peut être des personnages non-joueurs qu'on appelle NPC. Donc, c'est un monde, et le monde est habité par des choses, et le joueur peut l'explorer. RPG, c'est pour Role-Playing Game ou jeu de rôle. En fait, on pourrait avoir plusieurs définitions. Moi, je vais le prendre comme faire évoluer un personnage et jouer un rôle en interagissant avec les autres personnages et les objets euh, dans le monde. Donc, il va y avoir une histoire, le joueur va évoluer, pouvoir interagir, soit parler avec les personnages, les combattre, et notre personnage va évoluer, il va gagner des niveaux, peut-être des habilités. On verra ce qu'on est capable d'ajouter. Et j'ai rajouté aussi un objectif de design, c'est-à-dire un objectif dans comment je vais vouloir concevoir mon jeu. Je vais vouloir le faire d'une manière où je peux l'augmenter, l'étendre pour rajouter du contenu facilement. Donc, on va réfléchir au code d'une manière où on va mettre un certain nombre de contenus dans le jeu, mais pour rendre ça facile d'en mettre d'autres. Par exemple, d'augmenter le monde, créer d'autres ennemis, d'autres objets, euh, d'autres personnages, agrandir la carte, etc., etc. Donc, si on réfléchit un petit peu à notre jeu en termes de données, donc quelles sont les données qui définissent, qui vont pouvoir définir mon jeu? Et c'est sûr que là, en partant comme ça, on ne peut pas réfléchir à toutes les variables que mon jeu va avoir, parce que c'est un projet quand même qu'on va faire sur plusieurs semaines, et puis il y aura plusieurs systèmes à chaque semaine qu'on va utiliser des variables. Mais de façon générale, si on reste dans une réflexion globale à propos de notre jeu, on peut regarder, il va y avoir les dimensions de notre monde. Donc, combien d'unités de haut et de large il va faire. Donc, ce qu'on appelle des sections ou des niveaux, des cartes, des chunks, souvent qu'on appelle quand on fait ça dans les open world un peu plus gros, donc des chunks, des pièces de ce monde-là. Combien on en a de large, combien on en a de haut. Aussi, c'est quelque chose qui va être utile de toujours savoir, c'est lequel de ces dimensions-là, de ces sections-là, est actuellement affiché à l'écran dans lequel notre joueur est. Euh, D'autres variables globales qu'on va devoir avoir, des données, des informations qu'on va devoir avoir à tout moment, ben, c'est les inputs, donc quelle touche le joueur a appuyé. Et éventuellement, ce qu'on va faire, c'est une liste de tous les objets dans le monde. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde, on va vouloir avoir une liste de ça pour être capable euh, de garder une trace et puis de garder le compte de qu'est-ce qui est où. Donc, notre monde, dans notre cas ici, on va faire un monde de 3 par 3. On va créer notre propre système de coordonnées monde pour établir dans lequel de nos sections, de nos niveaux on est. Donc, si on commence avec Y de haut en bas et X de gauche à droite, euh, j'ai pas l'intention de compliquer les choses avec des coordonnées négatives. Donc, le coin en bas à droite de notre monde, en bas à gauche, pardon, de notre monde, va être les coordonnées 1, 1. Pas de 0 non plus, 1, 1. On pourrait très bien créer le 0, 0 dans le centre et créer un nombre négatif, système de coordonnées négatives. Vous allez voir le système qu'on va bâtir pourrait très bien fonctionner avec ça.
Mais pour l'instant, je trouve que c'est plus simple de fonctionner comme ça. Donc, on voit qu'on a un système de coordonnées X et Y. Chaque sous-section correspond à une combinaison de ces deux nombres-là. Donc, celle du milieu va être 2, 2, celle ici 3, 3. Donc, on crée notre propre système de coordonnées. Et puis, comme ça va être facile de garder le compte de quelle section est active. Puisque si notre joueur sort par le haut de l'écran, on sait qu'on va ajouter 1 à son Y monde. Donc maintenant, c'est le 2, 3 qui est actif. Et puis, si on va vers la droite, ben là, ça devient le 1, 3 parce qu'on diminue de 1 sur le X. Et donc, de cette façon-là, en simplement vérifiant de quel côté de l'écran notre joueur sort, on va être capable d'ajuster les coordonnées monde et puis de suivre sa progression dans le monde comme ça et de changer lequel des sections est affiché. Finalement, aussi, un aperçu de ce qu'on va faire plus tard, c'est-à-dire nos objets qui vont être là, on va les construire dans un autre épisode. On va peupler notre monde de joueurs, de NPC, de personnages hostiles et d'objets qu'on va pouvoir ramasser. Donc, ça va être important aussi de concevoir ces objets-là en termes de données, de variables et de fonctions d'action qui peuvent de méthodes aussi qu'on pourrait appeler, qui peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et puis qu'est-ce qu'ils sont. C'est les principes de base de ce qu'on appelle une programmation orientée objet. On va voir ça un petit peu plus en détail dans le prochain épisode quand on va commencer à construire nos objets. Sur ce, si on retourne ici, c'est ce qu'on va construire aujourd'hui. On va faire le système de déplacement dans le monde et puis on va s'assurer que ça fonctionne bien pour la suite des choses. Si on fait une petite révision de comment mon personnage fonctionne, donc j'ai plus besoin des notes, je peux les enlever pour l'instant, j'en ai pas besoin dans mon projet. Je les ai sauvegardés dans mon sac à dos, donc je vais pouvoir les récupérer plus tard. Donc, si on fait une petite révision de comment le projet fonctionne, si vous n'avez pas suivi de vidéo ou fait l'activité, vous pouvez aller le voir. Donc, on a un personnage qui a déjà 4 fonctions, donc animation, déplacement, direction, input. Ce que je vais faire, étant donné que les fonctions sont des actions, je vais tout de suite les modifier pour en faire des verbes. Donc, ce n'est pas très important, mais ça va me donner une meilleure lecture de mon programme. Et on voit que la plupart de mes actions vont se passer sans rafraîchissement d'écran, c'est-à-dire sans que le jeu redessine une nouvelle image à l'écran. Ce que ça fait, c'est que ce sont des choses qui se déroulent extrêmement rapidement. Donc, déplacer, orienter et input, je vais laisser comme ça. Puisque dans le fond, c'est une fonction pour vérifier les inputs. Vérifier input, c'est plus clair pour ce que c'est. Donc, on les voit ici. Quand je reçois le message départ qui est envoyé avec le drapeau vert, donc c'est une façon de démarrer mon jeu pour l'instant, je vais placer mon joueur à une position. Là, il va à 0-0, mais je peux le changer pour, par exemple, moins 50, moins 50, parce que 0-0 arrive dans l'eau, ça fait que ça ne marchera pas. On vérifie les inputs, on oriente le joueur, on le déplace et on l'anime. Et vérifier les inputs, ben, on peut bouger avec les flèches ou W et on a deux variables, input X, input Y, qu'on ajuste en fonction des touches. Ensuite, on utilise une vérification des deux inputs résultant de ma fonction pour orienter le joueur dans la direction correspondante. Donc, on a 8 directions qui sont supportées des diagonales, donc c'est pour ça que je vérifie les deux inputs en même temps. Quand on le déplace, c'est là que la magie se passe. En fait, si les inputs ne sont pas nuls, on avance de la variable vitesse. Ensuite, on bascule vers l'arrière-plan obstacle. Donc, on a vu la technique de masque. Donc, chaque niveau a un masque comme ça, noir, qui reflète les obstacles dans le niveau. Donc, notre joueur fait basculer entre les deux, encore une fois, sans changer
sans dessiner de nouvel écran. Donc, on ne le voit pas à l'écran, mais l'ordinateur le sait que maintenant, il y a des parties noires dans mon écran. Et là, si je touche le noir, bien, je recule de ce que j'ai avancé et je reviens sur le bon niveau. Et finalement, j'ai une petite fonction qui anime en fonction de ma vitesse si mes inputs ne sont pas nuls. Donc, ça, on va la retravailler éventuellement. On va jouer avec les fonctions de déplacement pour savoir si on change de niveau et aussi pour afficher le bon niveau. Donc, on va commencer à programmer ça et j'ai déjà préparé dans le projet de départ, le lien dans la description, des niveaux. Donc ça, level et level obstacle, ce sont les deux niveaux qui existaient déjà dans mon activité. Donc on ne les utilisera pas pour notre monde. Notre monde, vous voyez, j'ai déjà créé, et là c'est bien important, tout notre système repose sur l'utilisation des noms de costumes pour charger les bons niveaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les variables de où on est dans le monde, X monde et Y monde qu'on va créer, et on va construire le bon nom de costume avec ça. Donc, c'est bien important que nos noms de costume reflètent la position sur la carte, et puis que notre masque, notre version masquée de notre costume, suive le format suivant, X, Y, underscore M majuscule. Donc, si vous voyez, j'ai fait ça pour chacun. Et c'est sur ce système-là que va reposer notre système de monde. Puisque je ne veux pas que ça soit dépendant d'un ordre des costumes. Par exemple, si les ordres se mélangent comme ça, mon système marcherait quand même parce que je vais aller chercher carrément le nom de mon costume pour charger le bon costume. On va voir ça. Et j'ai mis aussi une carte du monde pour qu'on voit quand tous les pièces sont mises dans le bon sens, qu'est-ce que mon monde a l'air, de quoi mon monde a l'air. Donc maintenant, comment aller programmer tout ça? On va commencer par aller créer nos variables globales de taille du monde ici dans mon arrière-plan. Donc, je vais m'occuper des variables globales dans mon arrière-plan. Ce qu'on va faire, c'est créer les variables globales pour la hauteur de mon monde. J'ai mis un underscore pour ne pas mettre d'espace et j'ai mis tout en majuscule parce que ça va être ce qu'on appelle des constantes. Donc, Scratch ne supporte pas vraiment ce qu'on appelle des constantes, c'est-à-dire des variables qu'on ne peut pas changer, qui ne varient pas. Donc, elles sont constantes. Mais pour m'indiquer que ça ne devrait pas changer pendant mon jeu, je vais le mettre en majuscule. Et je vais faire largeur monde. En partant, je vais les initialiser à la taille que j'ai actuellement. Et si jamais on changeait, on voulait augmenter les dimensions du monde, on pourrait le faire en changeant ça ici. Vous allez voir comment on l'applique tout à l'heure. Donc, ça, en partant, ça nous donne les dimensions de notre monde. Et puis, on va aussi créer une variable qui s'appelle X monde actif. On va dire quelle est la coordonnée X de mon monde actif. Et vous l'aurez deviné, Y monde actif. Pour me dire que quelle est la coordonnée Y de mon monde actif. Et pour l'instant, je ne vais pas les activer, mais on va s'en servir plus tard. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que dans mon joueur, quand je démarre, je vais lui dire d'aller au 2-2. Simplement en lui disant que quand je vais cliquer sur le drapeau vert, pour l'instant, je vais mettre monde actif, monde actif à 2-2 pour que ce soit dans le milieu ici. Et là, on va créer notre système pour charger le bon niveau. Donc, charger le bon niveau, ça va vouloir dire pour l'instant simplement mettre le bon arrière-plan.
si je suis à 2,2, je devrais arriver à cet arrière-plan ici. Donc, pour faire ça, on va créer simplement un système de messages. Donc, on va faire un message et je vais donner la responsabilité à mon arrière-plan de charger le niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dire, quand je reçois nouveau message, charger niveau, et là, on va construire un texte qui correspond à notre nom de costume. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est basculer sur l'arrière-plan et là, charger le bon. Pour faire ça, on va jouer beaucoup avec les opérateurs de string. String, c'est le terme pour une donnée qui contient du texte, comme un integer, c'est une donnée, un type de donnée qui contient un nombre entier, un float, un nombre à virgule, un nombre réel, un boolean, c'est un vrai ou faux. Donc, un string, c'est une donnée qui contient du texte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper le X actif, et puis on le séparait par une virgule, et on va regrouper ça. En fait, j'ai fait une erreur. Donc, ici, on va regrouper la virgule et le Y du monde actif. Donc, si je regarde ici, je clique dessus, ça va me donner 0, 0. Mais si je commence, ça va me dire 2, 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement dire bascule vers cet arrière-plan-là. Une fois qu'on a basculé sur cet arrière-plan-là, on devrait être capable de voir que ça marche. Donc, si je suis ici, je clique sur le drapeau vert. Ah, c'est parce que je n'ai pas encore appelé. Donc, si j'appelle envoyer à tous charger niveau, on voit que ça va charger le niveau ici. Parfait. Donc, maintenant que mon arrière-plan, qui est un peu mon gestionnaire de jeu, sait comment charger le niveau, tout ce que j'ai à faire, c'est une fois que je reçois le départ, je pourrais simplement charger le bon niveau. Donc ici, on va aller changer l'arrière-plan pour être sûr que ça marche. Donc, un arrière-plan qui n'est pas le bon, je clique sur le drapeau vert et ça m'amène au bon. Donc, on voit aussi que moins 50 ne marche pas. Je suis un peu dans l'eau, donc on va aller à 0, 0. Parfait. Maintenant, le problème, c'est que dès que j'essaie de marcher, ça me ramène à mon niveau level, qui est le niveau test. Ça, c'est parce que dans mon déplacement ici, je vais coder spécifiquement level obstacle et basculer sur arrière-plan level. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est basculer sur la version masquée, donc avec le M majuscule ici. Donc, c'est relativement simple. On va faire la même chose qu'on avait fait ici. Sauf qu'ici, je ne veux pas nécessairement passer par un message puisque c'est Taylor qui s'en occupe et il fait son propre déplacement. Donc, c'est à lui de vérifier pour ces obstacles. Je ne veux pas nécessairement que le message passe entre l'arrière-plan et Taylor pour ça. On n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper, encore une fois, des strings ensemble pour créer le bon. Donc, on avait encore, ça c'était le X, je vais le mettre tout à l'heure, virgule Y, et puis là, on avait le underscore M majuscule. Et puis là, je vais remplacer mon X et Y par les variables, donc X actif et Y actif. Donc ça devrait me donner la version masquée de mon monde. Et puis, j'ai simplement à retourner sur la version non masquée de mon monde après. Donc, cette simple modification-là nous permet de réutiliser exactement le même système. Et maintenant, peu importe le monde actif, je vais charger sa version masquée. Et après, je vais retourner à ma bonne version du monde actif. À chaque fois que je charge un niveau, ça va aller chercher ma variable active pour charger ce niveau-là. Donc, maintenant, si j'essaye, je devrais avoir les obstacles
qui s'applique effectivement. Je ne peux pas passer à travers. Mais je ne peux toujours pas changer et passer à l'autre. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier chaque fois qu'on se déplace si on devrait aller euh, et changer de position monde. Donc, on va créer une fonction pour ça. On va dire ajuster position monde. Et on va l'exécuter sans rafraîchissement d'écran aussi. Et ça, ajuster la position monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter tout de suite après avoir déplacé notre joueur. Une fois qu'on a fait le déplacement, qu'on a vérifié s'il n'y avait pas rencontré d'obstacle, qu'on est revenu sur le bon monde, on va vérifier si on doit changer de position monde. Donc, pour ça, on va vérifier si on a dépassé les limites de notre jeu. On va considérer les limites comme étant le maximum minimum des coordonnées x et y, donc 180 pour le y, moins 180, et 240 et moins 240 pour le x. Donc, je peux le mettre directement ici. Donc, si c'est plus petit que moins 240, si c'est plus petit que moins 180, si c'est plus grand que 180 et si c'est plus grand que 240. Et puis ça, ce qu'on veut vérifier, c'est si les positions X et Y de notre joueur ont dépassé ces coordonnées-là. Et puis là, on va y aller avec 4C, dans lesquelles on va placer ces situations-là. Et puis, on va appliquer les changements correspondants. Sauf que, en fait, pour appliquer les changements correspondants, c'est tout simple. On va simplement modifier le monde actif. On va ajouter 1 à Y si on va dépasser par le haut, moins 1 à Y si on dépasse par le bas, on sort par le bas. Ici, on va ajouter 1 à X et on va ajouter 1 à moins 1 à X si on va vers la gauche. Donc ça devrait gérer nos changements de monde actif. Et puis, en changeant le monde actif, ça va changer les arrière-plans qui sont construits par ces fonctions-là. Donc, ça va changer ce qu'on fait quand on charge le niveau. Ça va changer ce qu'on fait quand on vérifie les obstacles. Et puis, dans le fond, une fois qu'on a fait ça, il faudrait charger le niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire envoyer à tous charger le niveau pour charger le nouveau niveau une fois qu'on a changé nos coordonnées. Et puis aussi, si j'arrive ici, et puis là, on va faire l'expérience nous-mêmes. Donc, par exemple, si je fais ajouter Y et changer de niveau. Donc, si je sors par en haut ici, ça voudrait dire que j'augmente de 1 Y. Donc, je vais y aller ici. Ça m'amène au prochain niveau, en effet. Sauf que, maintenant, la position logique du joueur serait dans le bas de l'écran, puisque c'est de là que j'arrive. Mais, dans la mesure où j'ai juste changé le niveau, mon joueur est encore à la position où il était. Je n'ai jamais dit de changer de position locale, donc sa position X, Y locale dans l'écran, je ne l'ai jamais changé. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est simplement, il faut avoir chargé le nouveau niveau, mettre notre variable, notre position Y à l'inverse. Donc, si on est sorti par le haut, par 180, on va rentrer par moins 180. On va mettre le Y à 180 si on sort par le bas. On va aussi le mettre, pas le Y par contre, le X à
moins 240 et le x à 240 une fois qu'on a chargé le nouveau niveau. Donc j'essaye, je me promène, les obstacles marchent, je vais même aller en grand écran pour le test. Et là, on peut effectivement changer de niveau et ça va bien marcher. Et là, je peux me promener dans mon monde comme ça, explorer l'entièreté de mon monde. Et puis, avoir les obstacles partout. Si on revise un petit peu ce qu'on a fait, on a utilisé un système de déplacement qu'on avait déjà fait lors d'une autre activité, qu'on a simplement légèrement modifié pour intégrer notre nouveau système de coordonnées monde. On a utilisé la construction de strings, de bouts de texte à partir de nos variables pour charger le bon arrière-plan quand on voulait le charger. Et puis, la dernière chose que je veux faire, en fait, c'est que là, ici, si on regarde bien, je vais charger un monde en particulier, en fait, que j'ai en tête pour vous montrer un bug que je veux éviter. Donc ici, je suis à la position 3-3. Je ne peux pas aller vers la droite puisqu'il n'y a pas d'autre monde. Sauf que si j'y vais ici, on voit que ça me ramène à ce chargement-là. Donc, parce que je n'ai pas été capable de charger le prochain arrière-monde, le prochain arrière-plan, parce qu'il n'y en a pas, on a sauté cet arrière-plan-là, on a gardé lui qu'on a là, et puis je suis quand même revenu à l'autre extrémité. Donc, je veux éviter ça. Ce que je veux faire, en fait, c'est que si j'atteins les limites de mon monde, eh bien, je ne veux pas charger de prochain niveau parce qu'il n'y en a pas. Donc, dans mon désert, vous pouvez voir que la plupart du temps, je me suis arrangé pour mettre des arbres ou des choses comme ça pour empêcher les gens de sortir. J'ai volontairement laissé ce petit bug-là, ce petit défaut-là, pour qu'on puisse limiter, on voit la pertinence de limiter notre, notre monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement s'assurer, avant de changer, qu'on n'est pas aux limites de notre monde. Puis les limites de notre monde, si on regarde la note que j'avais utilisée ici, eh bien, c'est 1 pour le minimum, à la fois pour X et pour Y. Donc, si je suis à 1, je ne peux pas diminuer, je ne peux pas descendre à 0. Et puis, le maximum est lié à mes dimensions de mon monde. Donc, dans mon cas, c'est 3, parce que j'ai un monde de 3. Et si j'avais un monde différent, je le changerais, d'où la variable. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est m'assurer que le X-monde et le Y-monde ne sont pas égales. Et puis là, dans le fond, on va avoir 4 situations pour les 4 côtés. Donc, on s'assure que le Y-monde, le X-monde, et puis là, je vais carrément reprendre ça. Donc, ne soit pas égal à 1 ou ne soit pas égal à ma largeur de mon monde et à la hauteur de mon monde. On s'assure qu'on n'est pas dans les extrémités de notre monde avant de faire ces opérations-là. Donc, on va aller dans Contrôle, on va mettre un si, comme ça ici. Puis ça va nous éviter d'avoir des bugs parce qu'on ne peut pas garantir qu'on va designer ou que la personne qui va remixer notre projet, redesigner notre projet, on ne peut pas garantir qu'on va éviter les erreurs comme ça. Donc, nous, dans notre code, on peut prévenir ce type d'erreur-là en faisant ce genre de vérification-là. Donc, ici, si mon Y n'est pas la hauteur de mon monde, je vais augmenter. Si mon Y n'est pas 1, alors je vais diminuer. Si mon X n'est pas 1, alors je vais diminuer. Et si mon X n'est pas la largeur de mon monde, je vais augmenter. Donc là, si je réessaye de faire le bug que j'ai produit tout à l'heure,
Et voilà, je ne peux plus aller là. C'est parfait. Donc ça veut dire que mon système de chargement de monde fonctionne et je vais pouvoir commencer à bâtir là-dessus. Et puis, bien sûr, si on voulait l'augmenter, ça serait aussi simple que d'ajouter des nouveaux arrière-plans avec les coordonnées correspondantes, donc ce format-là. Je pourrais rajouter 4x4, etc. Et puis, après, ça va être de m'assurer que je change les constantes ici pour la taille de mon monde. Le reste, mon système s'en occupe et est suffisamment flexible pour créer un monde aussi gros qu'on pourrait le désirer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vérifier les autres vidéos et participer à nos activités en direct. On en a presque tous les jours et cette activité-là va être tous les mardis à 3 heures. Merci beaucoup et au revoir.